Tous et bienvenue sur Infux. Les différentes lois et phénomènes en circuit, c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Premièrement, nous avons la loi des nœuds. Il faut comprendre que la loi des nœuds, c'est une loi qui s'applique en un nœud bien précis. Donc, il stipule que la somme des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants qui en ressortent. Donc, si I est entré d'entrée, forcément I1 va sortir là et I2 va sortir. Par conséquent, la somme des courants entrant I sera égale à la somme des courants sortants. Donc, sera égal le courant qui sort à I1 plus l'autre courant qui sort I2. Ça, c'était le premier cas. Supposons peut-être un autre cas, ça c'était pour la première loi. Supposons peut-être dans un autre cas où le nœud était comme ceci et que I1 entrait là, I2 entre comme ceci. Bien, forcément, si les deux autres aussi sortent, donc là je vais appeler I3, là je vais appeler I4. Donc la somme des courants entrant I1 plus I2, I1 plus I2, selon la loi des nœuds, nous dit que sera égal à la somme des courants qui en sortent, donc sera égal à I3 plus I4. Ensuite, nous allons voir la deuxième loi, la loi des mailles. La loi des mailles stipule qu'une maille ne se lance que dans un circuit fermé. Donc, entouré comme ceci par les compteurs veut dire fermé. Bien, ceci encore équivaut pour un circuit comme ceci. Si je mets une source de tension V1 là et que j'ai un circuit comme ceci, là avec R1, R2, bon, tant que le courant I peut circuler et revenir. Donc quand il va là, il va circuler et revenir, entrer également comme ceci par la borne négative. Donc il sort par la borne positive et entre par la borne négative. On dit que le circuit est fermé. Par conséquent, on oriente nos sens de flèche comme ceci. Nos chutes de tension sont opposées au sens du courant. Si le courant vient comme si la chute de tension, la tête est opposée. Comme le courant va descendre là, la tête sera également opposée. Et on peut lancer nos mailles. Si on lance notre maille ici, on va voir V1 moins R1I moins et également. Quand on lance la maille, ceci signifie que tous les éléments qui vont dans le même sens que la maille sont comptés positifs et les éléments qui vont dans le sens contraire de la maille sont comptés négatifs. Voilà pourquoi on a commencé comme ceci. On a touché le bout avant de toucher la flèche, donc on a compté positif. Ensuite ici on a touché plutôt la flèche avant de toucher le bout, on a compté négatif. Ici même chose, on a touché la flèche avant de toucher le bout, on le compte également négatif. R2I. Bien, ensuite on passe à la troisième loi. La troisième loi, on va voir le diviseur de tension. La loi du diviseur de tension, c'est dans le cas où on a par exemple deux éléments en série comme ceci avec une tension à leur borne. Donc V1, leur petite chute de tension, V2 comme ceci. On a une autre résistance R1, on a R2 ici. Et que l'on aimerait déterminer la tension peut-être aux bornes de la résistance R1. Donc on aimerait déterminer V1. Pour cela, on va utiliser la loi de maille qu'on vient de voir. Donc on va lancer notre maille ici. Le circuit est fermé vu que le courant ci va circuler et revenir comme ceci. Donc on va appeler ce courant là I1. Bien, en lançant notre maille, on voit V moins R1 I1. Bon, on va appeler ça I. Donc I moins R2I qui sera égal à 0. Par conséquent, on va obtenir V moins, on va factoriser par I, donc on va obtenir la R1 plus R2 qui sera égal à 0. Donc on va trouver, or ce qu'on veut c'est V1, donc on va laisser de factoriser, on va venir ici. Donc on sait que V, or R1I selon la loi d'Ohm c'est encore la tension V1. Donc en lançant notre main, on tient V moins V1 moins R2I qui sera égal à 0. Par conséquent, on trouve V1 va basculer, on trouve V moins R2I comme ceci. Bien, on veut tout simplement l'expression de I. On utilise ceci. Donc
en dégageant l'expression de I ici, on va appeler ça 1, on va appeler ceci 2. Donc en dégageant l'expression de I dans 1, on va obtenir I qui va aller comme ceci sera positif, on va obtenir V sur R1 plus R2 comme ceci. Et en venant remplacer ce I là ici, on obtient donc V1 qui sera égal à V moins R2 multiplié par tout ceci, multiplié par I, donc par R1 plus R2. On peut factoriser les V, on obtient V1 comme ceci, qui sera égal à V facteur à 1 moins R2 divisé par R1 plus R2 comme ceci. On a ici sur 1, en multipliant ça fois ça fois ça, on obtient donc V facteur à ça fois ça à R1 plus R2, ça moins ça, donc à moins R2 divisé par R1 plus R2. On voit là que les R2 partent, donc on reste avec V1 qui sera égal à V multiplié par R1 divisé par R1 plus R2. Voici la formule de la loi, la formule finale de la loi d'Ohm. Par conséquent, en se basant sur cette formule, si on veut V2, on voit dans cette formule que V1, pour déterminer la tension au borne de la résistance R1, je prends la tension totale, donc V, je multiplie par la résistance au borne de laquelle je veux déterminer la tension, donc par R1, divisé par la somme des résistances. Ceci signifie que V2, pour déterminer V2, je prends sa résistance, donc je prends la tension totale qui est V, je multiplie par sa résistance qui est R2, je divise par la somme des résistances R1 plus R2. Donc, voilà comment on détermine les tensions avec le diviseur de tension. Bien, on va passer maintenant au diviseur de courant. Ça, c'est la quatrième. Donc, au diviseur de courant, donc, on a supposé que on a tout simplement tout ceci comme ceci. On a un schéma comme ceci, avec ici un courant I qui va se diviser en deux selon la loi des nœuds, I1, I2 comme ceci. On va R1 là, R2. Bien, nous essayons de déterminer le courant I1. Pour déterminer le courant I1, comme on sait que les deux résistances sont en parallèle, ceci signifie qu'ils ont les mêmes tensions. Ceci signifie donc que R1 multiplié par I1 qui est la tension V de C, c'est encore qui est au borne de R1, bien sera égal également à la tension qu'il y a à ce borne-ci, donc à R2, I2, selon la loi d'Ohm. Bien, à ce niveau-ci, on va essayer de tirer I1 en disant que on va essayer, or on sait que le courant I qui vient ici, selon la loi des nœuds, est égal à la somme des courants entrants qui est la somme des courants sortants, donc à I1 plus I2 comme ceci. Or, on sait encore que V de CC, la tension V de CC que voici, met les deux résistances ici en parallèle, comme ceci. Donc, on va dire à R1 parallèle à R2, le tout multiplié par le courant I. Donc, ces deux résistances ici en parallèle donnent tout simplement une seule résistance qu'on a appelée R équi. Donc, en essayant de modéliser ça ici, donc on obtient un truc comme ceci avec R équi comme ceci et le courant I qui vient là. Donc, on voit bien que ça c'est V de CC, d'où V de CC ici est égal à R équi multiplié par I. Donc, ce R équi c'est R1 parallèle à R2 multiplié par I, puisque le courant est en train de se diviser en deux. Bien, or, cette expression est encore égale à R1 multiplié par I1, vu que la tension V de CC est encore la tension au borne de R1. Donc, R1, I1, par conséquent, on peut tirer le courant I1 en disant que le courant I1 sera égal à R1 parallèle à R2 multiplié par I, le tout divisé par la résistance R1. Or, on sait que R1 parallèle à R2 est encore égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, à 1 divisé par la somme des admittances. Donc, l'admittance de R1 plus l'admittance de R2. L'admittance, c'est l'inverse de la résistance. Bien, et en développant tout ceci, vous allez obtenir R1 parallèle à R2 qui sera égal à R1 multiplié par R2 divisé par R1 plus R2. Par conséquent, en remplaçant ça dans cette expression, on trouve donc notre courant I
notre courant I qui sera égal à R1 multiplié par R2 divisé par R1 plus R2. Donc notre courant I1 multiplié par ceci, donc multiplié par I divisé par R1 par R1. Les R1 vont se simplifier. En définitive, on trouve I1 donc qui sera égal au courant total multiplié par R2 divisé par R1 plus R2 comme ceci. Donc, la loi du diviseur de courant nous dit que pour trouver le courant dans cette résistance-ci, je prends le courant total, je multiplie par la résistance avec laquelle R1 est en parallèle, donc par R2 que je divise donc par la somme des résistances. Ceci signifie donc que si je vais déterminer le courant I2 qui va circuler dans la résistance R2, je prends le courant total, donc je prends I, je multiplie pas par R1 comme le diviseur de tension, mais plutôt par R2, donc la résistance qui est en parallèle avec R2. Il s'agit de R1, donc je multiplie par R1 que je divise par la somme des résistances, donc R1 plus R2. Bien, on a fini avec le diviseur de courant. On passe donc maintenant à le cinquième théorème qui est tout simplement le théorème de Thévenin. Il faut dire que le théorème de Thévenin permet de transformer toute une partie de circuit. Donc, on va transformer la partie du circuit. Ça représente la partie du circuit à simplifier. Le théorème de Thévenin permet de simplifier toute une partie d'un circuit. Voilà pourquoi la partie du circuit à simplifier, c'est qui a ses bornes A, B, en utilisant le théorème de Thévenin, sera équivaut. Ici, on a la charge là. On représente en interrompu parce que pour déterminer les éléments du théorème de Thévenin, on déconnecte toujours la charge. Donc, cette partie du circuit à simplifier, après simplification, sera égale à une résistance qu'on a appelée R de Thévenin en série avec une source de tension qu'on a appelée E de Thévenin, et vous voyez bien les bornes c'est toujours AB. Bien, pour appliquer le théorème de Thévenin et déterminer les éléments caractéristiques R de Thévenin et E de Thévenin du générateur de Thévenin, on va d'abord premièrement en grand 1, on suppose toujours que la charge dans on va appeler ici R de CH est déconnecté. Donc on va toujours supposer que la charge est déconnectée. Ensuite, pour déterminer R de Thévenin, on va considérer qu'un courant, qu'un courant fictif est en train de circuler dans la partie du circuit où on veut simplifier. Ça c'est la deuxième règle. La troisième condition, on court-circuite les sources de tension. Donc s'il y a les sources de tension dans cette partie du circuit, on les court-circuite. Et s'il y a les sources de courant, on considère que ce sont des circuits ouverts. Ensuite, la quatrième condition, on va essayer de lancer la maille pour déterminer la résistance. Donc on va voir à partir de notre diviseur de courant là comment les résistances sont soit en parallèle ou soit en série. Bien, pour déterminer maintenant E de Thévenin, pour déterminer la tension de Thévenin, la deuxième condition après celle-ci, bon, puisque on va toujours déconnecter la charge, donc la deuxième condition après celle-ci, on considère qu'aucun courant n'arrive dans la charge. Donc dans cette charge-ci, on va considérer que le courant I qui allait comme ceci, I là revient plutôt comme ceci et est plutôt nul. Donc aucun courant ne circule dans la charge. Donc voici la charge ici. On considère qu'aucun courant ne circule ici. Bien. Ensuite, après avoir considéré qu'aucun courant ne circule, on va lancer notre maille pour déterminer E de Thévenin. Bien, et si on appliquait ça avec un exemple. Prenons le cas-ci. On a ici V de CC. On a ici notre résistance R1. On a notre résistance R2 ici. On a notre résistance R3 ici.
Et on a la résistance R ici, on a les bornes A et B comme ceci. Bien, on veut premièrement déterminer la résistance de Thévenin. Pour déterminer la résistance, on a dit on déconnecte la charge. Donc, voici la charge. On veut déterminer la résistance de Thévenin aux bornes de A, B. Donc, on déconnecte la charge premièrement. Donc, on a notre tension V de C, c'est comme ceci, notre résistance R1 là, notre résistance R2 à ce niveau-ci et R3 à ce niveau-ci. Ensuite, on a dit, on considère qu'un courant fictif est en train de sortir de la charge. Donc, on considère qu'aux bornes de AB, que voici, il y a un courant fictif qui est en train de ressortir comme ceci. Ce courant fictif, donc, on va essayer, va arriver à ce nœud-ci. Et l'autre condition aussi était qu'on court-circuite toutes les sources de tension s'il y en a. Et les sources de courant, on les considère comme des cycles ouverts. Comme il n'y a pas de source de courant, on peut laisser comme ceci. Bien, en court-circuitant cette source de tension, notre schéma équivalent devient comme ceci. R1 comme ceci, R2 à ce niveau-ci et R3 ici, aux bornes de AB, avec notre courant fictif qui est en train d'aller comme ceci. Grâce à la loi du diviseur de courant, notre courant fictif arrive à ce niveau-ci et va se diviser en deux. C'est-à-dire, les deux résistances sont en parallèle et sont en série avec celle-ci. Donc, on trouve R de Thévenin qui est égal à R1 parallèle à R2 plus R3. Voilà la résistance. Voilà l'expression de la résistance de Thévenin. On va essayer de déterminer E de Thévenin. Donc, E de Thévenin. Pour déterminer E de Thévenin, premièrement, on va d'abord prendre le circuit. Comme ceci, on avait là R1, on avait à ce niveau-ci R2 là, et ici on avait R3, et on avait ici notre charge, comme ceci, R. Bien, notre schéma est comme ceci. On avait à ce niveau-ci A et ici B. Bien, premièrement, pour déterminer E de Thévenin, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on considère qu'aucun courant n'arrive dans la charge. Et premièrement, on doit d'abord déconnecter la charge. Donc, on déconnecte la charge comme ceci. R1, on met R1 ici, on met R2 à ce niveau-ci. On laisse V de CC à ce niveau-ci comme ceci. On laisse R3 également à ce niveau-ci. Et on déconnecte la charge. Donc, voici AB, vous voyez qu'on a enlevé la charge. Et on considère qu'aucun courant n'arrive dans la charge. Donc, le I ici est égal à 0. Si aucun courant n'arrive ici, selon la loi des nœuds, ceci signifie qu'aucun courant non plus ne vient comme ceci. Et la tension à cette borne-ci, c'est E de Thévenin. Donc, si aucun courant n'arrive ici, ceci signifie donc que le courant qui sort ici, comme ceci, qu'on va appeler I, qu'on va appeler I1, le courant qui sort ici vient ici. Dans la norme, selon la loi des nœuds, il devrait se diviser en deux. Mais comme ce courant est nul, ceci signifie que ce même courant qui sort là, c'est toujours lui qui entre ici comme ceci. Et en lançant donc la maille comme ceci, à ce niveau-ci, nous aurons donc E de Thévenin plus R3 I, puisqu'ils sont dans le même sens, moins R2I1 est égal à 0. Or, on a dit que I est égal à 0. Ceci signifie donc que E de Thévenin moins R2I1 est égal à 0. Ceci implique donc que E de Thévenin sera donc égal à R2I1, comme ceci. Bien. Or, que vaut I1? Pour déterminer I1, on n'a qu'à lancer notre maille ici comme ceci. En lançant notre maille, on obtient V de CC moins R1I1 moins R2I1 est égal à 0. Donc V de CC, on peut factoriser les I1. V de CC moins R1 plus R2, le tout en facteur I1 est égal à 0. On obtient donc finalement I1 qui sera égal à V de CC divisé par R1 plus R2. Par conséquent, on remplace ici et on obtient E de Thévenin qui sera égal à R2 multiplié par I1. Donc multiplié par toute cette expression par V de CC divisé par R1 plus R2. On a l'expression de E de Thévenin. On pouvait également
utiliser à ce niveau-ci le diviseur de tension. Comment? Je vous explique. Vu qu'on sait que cette tension-ci est nulle, le schéma devrait donner quelque chose comme ceci, avec la V de CC, notre résistance R1 là, notre résistance R2 comme ceci, avec notre tension ici, E de Thevenin. En utilisant le diviseur de tension, on aura obtenu E de Thevenin donc qui est égal à la tension totale, donc AV de CC, multiplié par la résistance où est appliqué E de Thevenin, donc R2, divisé par la somme des résistances, donc R1 plus R2. Et vous voyez bien que on devrait obtenir la même chose. Bien, on a fini avec Thevenin. Nous allons voir désormais le théorème de Norton. Vous devriez savoir que le théorème de Norton permet de déterminer le courant en un point du circuit, ou si vous voulez le courant qui traverse une résistance. Il s'applique un peu comme Thevenin, mais sauf qu'il y a une légère différence. Donc ici c'est la partie du circuit à simplifier. Donc vous voulez simplifier cette partie-ci, et à ce niveau-ci on a notre résistance, donc R, qui est tout simplement notre charge. Bien, vous voulez transformer, on va transformer ce circuit grâce à Norton, et en fin de compte on obtiendra un circuit comme ceci. Donc notre I de Norton comme ceci, avec notre résistance R de Norton. Si on appelle les bornes ci AB, on aura donc nos bornes là AB ici, avec la charge à ce niveau-ci comme ceci. Donc vous voyez que Norton permet de transformer toute une partie de circuit en un modèle équivalent qui est égal tout simplement à une source de courant en parallèle avec sa résistance interne. Bien, premièrement, pour pouvoir effectuer cette transformation, quels sont les principes? Le premier principe est très simple. On doit d'abord, tout comme Thevenin, déconnecter la charge. Dans RCH, on va déconnecter la charge. Ensuite, pour déterminer la résistance R de Norton, donc pour déterminer cette résistance ici R de Norton, on a plusieurs principes à respecter. Premièrement, deuxièmement, puisqu'on avait vu, premièrement, on doit déconnecter la charge. Deuxièmement, on doit considérer qu'un courant fictif alimente la partie du circuit à simplifier. Donc, on considère qu'un courant fictif alimente la partie du circuit à simplifier. Ensuite, on va court-circuiter les sources de tension et on va ouvrir les sources de courant. Pour déterminer également I de Norton, quels sont ces principes? Pour déterminer I de Norton, il y a un ensemble de règles à respecter. Il s'agit premièrement de transformer tout simplement chaque branche du circuit en un générateur de courant en parallèle avec sa résistance interne. Donc chaque branche du circuit constituée comme ceci, donc d'une source de tension tout simplement en série avec sa résistance, sera transformée en un générateur de courant comme ceci en parallèle avec sa résistance interne. Bien, ça c'est le premier principe. Le deuxième principe nous dit on doit tout simplement court-circuiter les bornes de la charge. Donc ces bornes ici on doit court-circuiter et on doit considérer que le courant qui circule est le courant de Norton, autant pour moi. Donc on considère et on court-circuite et on considère que le courant qui circule est celui de Norton. Bien, nous allons appliquer ça dans un exemple comme pour Thevenin, histoire de voir concrètement comment ça se passe. Nous allons prendre notre même exemple que précédemment. Donc on va mettre ici R1, on va mettre ici R2. Ici nous aurons notre résistance R3 comme ceci, avec notre charge comme ceci. Donc voici notre schéma. Bien, nous voulons déterminer tout simplement le courant. Le but c'est de déterminer le courant qui circule à ce niveau-ci. Bien, pour cela,
on va appliquer notre théorème de Norton. En appliquant Norton, on va d'abord chercher à déterminer la résistance de Norton, R Norton. Or, nous avons vu que le premier principe disait qu'on doit toujours considérer enlever la charge. Donc, on va d'abord premièrement enlever notre charge. Voilà, notre charge est enlevée comme ceci. Ensuite, le deuxième principe nous dit que on doit considérer qu'un courant fictif sort de la charge, donc un courant fictif sort, et par conséquent, on considère également que toutes les sources de tension sont court-circuitées et que s'il y a les sources de courant, on les considère comme les circuits ouverts. Donc, notre schéma devient comme ceci, avec R1 là, avec R2 là, et avec notre résistance R3 comme ceci, nos bornes ici, A, B là, avec notre courant fictif qui sort comme ceci. En appliquant également la loi du diviseur de courant, quand notre courant fictif arrive ici, il se divise en deux. Par conséquent, ces deux résistances sont en parallèle, en série avec cette résistance. Donc, on trouve R de Norton qui serait égal à R1 parallèle à R2, le tout en série avec R3. Vous voyez que on a trouvé R de Norton qui est égal à R de Thevenin. Bien, on va également essayer de déterminer I de Norton. En essayant de déterminer I de Norton, le premier principe disait on devrait premièrement enlever la charge. Donc on reprend notre schéma en enlevant tout simplement la charge. Comme ceci, on met la R1, on vient ici, on met R2 là. On vient là, on met notre R3 ce niveau-ci et les bornes AB. Vous voyez, on a enlevé la charge. Le deuxième principe dit on court-circuite les bornes de la charge et on considère que le courant qui circule c'est I de Norton. On a court-circuité, on considère que le courant qui circule c'est I de Norton. Le troisième principe dit, vous voyez ici, on transforme toutes les résistances en série avec leur source de tension en tout simplement un générateur de courant en parallèle avec sa résistance. Donc, ceci signifie que cette branche-ci, on va transformer cette branche-ci et en transformant cette branche, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ceci en parallèle donc avec R1 comme ceci. Et ici, le courant qui circule c'est V de C divisé par R1 comme ceci. Comme on a transformé cette branche-ci, on remet le reste du circuit. Pour remettre le reste du circuit, on voit là R2 comme ceci. On voit ici R3. Ensuite, on a court-circuité ici. On voit là I de Norton. Bien, à ce niveau-ci, comment pouvons-nous faire pour déterminer I de Norton? On va tout simplement mettre d'abord ces deux résistances en parallèle. Puisque quand le courant arrive ici, se divise comme ceci, donc il va encore se diviser ici. Donc en mettant ces deux résistances en parallèle, on va obtenir notre générateur de courant comme ceci, V de CC sur R1. On les met en parallèle comme ceci pour appliquer le principe de notre diviseur de courant. Donc on va mettre donc finalement, on les a mis en parallèle, donc on va mettre notre résistance R3 ici et notre source de courant I de Norton à ce niveau-ci. Et vous voyez que là, on peut appliquer le diviseur de courant en disant donc que I de Norton, le courant qui circule ici, n'est rien d'autre que, comme le courant est en train de circuler dans R3, n'est rien d'autre que la somme que cette résistance, donc R1 parallèle à R2, le tout multiplié par ce courant-ci, donc le tout multiplié par V de CC divisé par R1, divisé maintenant par la somme des résistances, donc divisé par R1 parallèle à R2 plus R3 comme ceci. Bien, donc on a obtenu I de Norton qui est égal à V de CC multiplié par R1 multiplié par R1 parallèle à R2 divisé par R1 parallèle à R2 plus R3. Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que R1 parallèle à R2 n'est rien d'autre qu'égal à R1 multiplié par R2, le tout divisé par R1 plus R2. Vu qu'ils sont égaux à 1 sur R1 plus 1 sur R2, le tout sur 1. Donc, en développant cette expression-ci, vous allez retrouver ceci. Bien, à ce niveau-ci, on va donc dire que I de Norton, en remplaçant l'expression-ci par ceci, on trouve I de Norton, donc qui serait égal à V de CC, multiplié par
V de C c'est divisé par R1, le tout multiplié par, je remplace donc par R1 multiplié par R2 divisé par R1 plus R2 comme ceci, le tout divisé par R1 plus R1 multiplié par R2 autant pour moi divisé par R1 plus R2 plus R3 sur 1 comme ceci. Bien, on voit déjà que les R1 s'ils peuvent se simplifier et en inversant cette expression, on va obtenir V de CC multiplié tout simplement par R2 multiplié par R divisé par R1 plus R2. Donc j'ai porté cette expression si j'ai mis ici, je vais multiplier par l'inverse de ceci. L'inverse de ceci c'est tout simplement ça fois ça, donc ça fait R1 plus R2 comme ceci, ça fois ça divisé par ça fois ça, donc par R1 multiplié par R2 plus ça fois ça, donc par R3 facteur à R1 plus R2 comme ceci. On peut simplifier ceci comme ceci et on trouve I de Norton qui est égal à V de CC multiplié par R2 comme ceci. Le tout divisé par toute cette expression, donc par R1 multiplié par R2 plus R3 facteur à R1 plus R2. Donc on a finalement trouvé notre I de Norton. Bien, en remarque donc, vous devriez comprendre que ou si vous voulez en nota bene, que R de Thevenin doit être toujours égal à R de Norton. Vous devriez également retenir que E de Thevenin est égal à R de Norton multiplié par I de Norton. Et cette expression-ci, on a déjà vérifié ça. Donc, on va essayer de vérifier cette expression-ci. Donc, or, tout à l'heure, on a trouvé notre E de Thevenin pour ce schéma qui était égal à combien? On va chercher notre valeur. E de Thevenin nous a donné, voilà, E de Thevenin tout à l'heure nous a donné V de CC multiplié par R2 divisé par R1 plus R2. Bien, essayons de voir si en multipliant R de Norton par I de Norton, si on va obtenir E de Thevenin. Bon, on a trouvé R de Norton. Quelle était la valeur de R de Norton? Quelle était la valeur de R de Norton? Donc, on va prendre cette expression-ci ici. Donc, je vais multiplier R de Norton par I de Norton. Qu'est-ce que j'obtiens? Or, R de Norton, voici son expression R1 parallèle à R2, ce qui est égal à R1 multiplié par R2, le tout divisé par R1 plus R2 plus R3 divisé par 1 comme ceci, le tout multiplié par I de Norton. Or, I de Norton, voici son expression. Donc, ça fait V de CC multiplié par R2, le tout divisé par R1 multiplié par R2 plus R1 multiplié par R3, puisque j'ai fait ça fois ça et ça fois ça, plus R2 multiplié par R3 comme ceci. Bien, quand on obtient cette expression-ci, on va essayer de multiplier ça fois ça fois ça fois ça. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir tout simplement R1 multiplié par R2 comme ceci, multiplié au spatie plus R. Bon, donc on va mettre R3 ici, facteur à R1 plus R2 comme ceci, qu'on va diviser par R1 plus R2, le tout multiplié par V de CC multiplié par R2 comme ceci, divisé par R1 plus R2 plus R1 plus R1 multiplié par R3 autant pour moi, plus R2 multiplié par R3 comme ceci. Bien, sur cette expression-ci, ceci implique donc encore que on va mettre la R1 multiplié par R2 plus R3 là multiplié par R1 plus bon à ce niveau-ci on va tout simplement multiplier, donc ça fait R3 multiplié par R1 plus R3 comme ceci multiplié par R2 comme ceci, le tout divisé par R1 plus R2. À ce niveau-ci on va faire la V de CC multiplié par R2, ici divisé par R1, ici c'est divisé par ici c'est multiplié autant pour moi, donc R1 multiplié par R2 plus R1 multiplié par R3 plus R2 multiplié par R3 comme ceci. Vous voyez que cette expression-ci se simplifie et enfin on obtient donc notre R de Norton multiplié par I de Norton, donc qui sera égal à V de CC. Cette expression est simplifiée, on reste avec V de CC divisé par R2
divisé par R1 multiplié par R2 divisé par R1 plus R2 et vous voyez que c'est encore bel et bien égal à E de Thevenin qui est ici en haut. Donc, par conséquent, nous avons démontré donc que R de Thevenin fois R de Norton fois I de Norton est égal à E de Thevenin. Bien. Ensuite, le théorème de Millman. Nous allons maintenant au théorème de Millman. À quoi sert le théorème de Millman? Millman permet de déterminer tout simplement la tension à un point donné du circuit. Maintenant, pour déterminer le théorème de Millman, c'est facile. On va appliquer la même chose comme on a fait pour transformer tout simplement chaque branche du circuit du générateur de tension en générateur de courant. Bien, on va prendre un exemple pour voir tout ça en image. Donc, on voit la R1, on voit la E de TE1 par exemple, on voit la I1 qui sort comme ceci. On a ici notre R2 avec une autre tension ici E2. On a ici notre R3 avec notre tension plutôt inversée E3 comme ceci. Et à ce point-ci, on a une résistance ici qu'on va nommer R. Nous voulons la tension U. Pour déterminer la tension U, vous voyez bien que la tension U c'est à ce point-ci. Si on repousse la tension U, vous voyez que tous ces points-ci sont liés. Donc la tension U atterrit à ce point-ci. Donc la tension U met tout simplement en parallèle ces trois branches. Qu'est-ce que je dis? Ces quatre branches. Donc on va dire que U est tout simplement égal à quoi? Premièrement, on va venir d'abord sur cette branche-ci. Sur cette branche-ci, on voit E1. On met E1 là. On divise par R1 pour déterminer le courant I1. Donc, c'est la même chose qu'on a fait pour transformer une branche de générateur de tension en générateur de courant dans Norton, dans le principe de Norton. Sauf qu'ici, on va diviser par 1 sur R1. Donc, à chaque fois, on va diviser par sa résistance. Bien, pour cette branche-ci, on va mettre plus ici, plus parce que le courant ressort. Donc, vous voyez, ce courant sort, celui-ci sort, on met plus, donc on va mettre plus E2 ici, divisé par R2 comme ceci. On va venir ici mettre plus 1 sur R2. On vient également ici. Or, comme ce courant-ci va vers le bas, donc il entre plutôt au lieu de sortir, on va mettre ici moins E3 divisé par R3. Et ici, on va tout mettre plus 1 sur R3, puisque ce n'est pas la résistance qui est négative, mais c'est le générateur de tension qui va dans le sens inverse. Donc ici, on vient sur la dernière branche, on va mettre également ici plus, sauf qu'ici, il n'y a pas de générateur, hein. Donc on va mettre ici plus 0, comme il n'y a pas de générateur, sur R. Ici, on va mettre plus 1 sur R comme ceci. Donc voilà en fait le principe pour déterminer la tension aux bornes U en utilisant Millman. Millman est ainsi terminé. On va voir maintenant la méthode de superposition. Donc la méthode de superposition. De quoi est-il question? La méthode de superposition vous aidera à déterminer toujours la tension à un point du circuit ou au bord d'une résistance, mais cette fois-ci en considérant tout simplement s'il y a plusieurs sources de tension, en considérant une source de tension et en éliminant une autre. Ensuite, en considérant la source de tension qu'on a éliminée et en éliminant l'autre qu'on avait considéré. Et enfin, on va sommer les deux tensions ainsi obtenues et la tension voulue est égale tout simplement à la somme de ces tensions. Trop de charabia, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ceci signifie que prenons ça en image. Prenons un exemple. Voici peut-être notre circuit comme ceci. On a ici notre R2. On a ici notre E2 là. Comme ceci. On a notre résistance R3 là. On a notre tension U comme ceci. Bien. Premièrement, la méthode de superposition nous dit on va d'abord considérer E1. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va court-circuiter. On va court-circuiter E2. Donc, on considère E1 et on court-circuite E2. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire là? On a dit qu'on va court-circuiter. Donc, on obtient comme ceci. On a E1 là. On a notre résistance R2 comme ceci.
Et à ce niveau-ci, on a notre résistance R3 ici, comme ceci. Et on a notre tension, ça ce n'est plus la tension U, mais c'est la tension U'. Après, on va déterminer la tension U', et on va faire la somme de U' plus U' qui vont donner la tension U. Donc, en remplaçant comme ceci, nous allons essayer de déterminer la tension U. Bon, vous allez faire ça parce que nous on a déjà vu beaucoup de principes qui permettent de déterminer cette tension U. Vous pouvez utiliser Millman, vous pouvez utiliser des venants, donc en fait, libre à vous de déterminer la tension U. Maintenant, on va faire le même principe pour déterminer. Bon, on va considérer E2 et cette fois-ci, on va court-circuiter la tension E1. Donc, le schéma devient comme ceci. On voit ici R1 comme ceci. On voit ici notre R2 comme ceci avec notre tension E2 comme ceci. Et on voit notre résistance R3 ici. Avec notre tension ici, c'est U''. Donc, vous allez utiliser exactement les principes qu'on a utilisés précédemment pour déterminer cette tension sans rien de nouveau. Et ensuite, vous allez dire donc que la tension et la tension que vous aurez trouvée ici et la tension que vous aurez trouvée ici, vous allez dire que U donc est égal à U' plus U''. Et on dira que vous allez utiliser le principe de superposition. Bien, après avoir trouvé le principe de superposition, nous allons voir pour finir un autre principe. Et ce principe, généralement, vous ne l'utilisez pas, mais il est aussi très important en fonction du circuit que vous avez devant vous. Il s'agit tout simplement de la transformation de Kennelly. Bien, à quoi sert la transformation de Kennelly? On s'est aperçu que dans certains circuits, pour déterminer certains paramètres est tellement difficile. Donc, par exemple, nous allons prendre en image un circuit. Voici par exemple un exemple. Nous allons voir la R1, voilà R3 comme ceci. Donc, nous avons notre tension V1 là. Nous voulons la tension V1 et la tension V2 comme ceci. Bien, on vous donne par exemple ce schéma. Ce schéma-ci, on vous donne R1, R2 et R3. On vous demande de déterminer V1 et V2. Mon frère, c'est vraiment catastrophique et ça casse le cerveau. Pourquoi? Parce que vous avez uniquement les résistances, vous n'avez pas les courants. Et ça devient problématique parce que si vous considérez qu'un courant I1 est en train de sortir comme ceci et qu'un courant I2 est en train d'aller comme ceci, vous allez vous rendre compte que un courant est en train de venir ici, un autre descend, un autre vient encore ici et un autre descend. Mon frère, vous vous retrouvez avec combien de courants? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous vous retrouvez avec 6 courants que vous ne connaissez aucun courant parmi, que vous ne connaissez la valeur d'aucun courant parmi et ça devient problématique. Voilà pourquoi Kennelly vient nous sauver. Kennelly nous sauve en nous disant que cette transformation-ci, il appelle ça la transformation triangle. Il appelle ceci la transformation triangle étoile. Donc, il dit que mon frère, tu ne peux pas faire comme ceci et obtenir V1, V2. Il nous dit que tu dois quitter de cette transformation qui est triangle en transformation étoile. Et pour ce faire, donc, il nous dit donc que considère que le courant I1 qui vient là, tout simplement, il nous dit que considère que le courant I1 qui va venir là, on aura un courant qui va venir comme ceci. Donc, va se diviser en deux comme ceci. Un courant va descendre ici. Mais je me demande bien de quel courant s'agit-il. Il nous dit qu'il y a un petit courant I qui va comme ceci. Donc, un autre courant va descendre comme ceci. Si vous voulez, on va appeler ça I1'. Bien. Donc, le petit courant I vient ici comme ceci. Il arrive ici comme ceci. Il va descendre ici avec I2. Donc, on aura ici I2 plus ce petit I. Bien, en lançant donc notre maille, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va lancer notre maille comme ceci. Et en lançant cette maille, nous allons obtenir R1 multiplié par I1'. Oui, par I1', comme ceci, hein. Moins R2 multiplié par petit I et moins encore I2, tout ce courant c'est I2 plus I multiplié par R3 qui sera égal
à 0. Bien, on a lancé notre maille comme ceci. Bien, à ce niveau-ci là, qu'est-ce qu'on va obtenir? À ce niveau-ci, on va essayer de multiplier tout ceci. On obtient R1i 1' moins R2i moins R3i2 comme ceci, moins R3i qui est égal à 0. On va essayer à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a oublié? On a pris ça. Bien, on a pris ceci, on a pris ceci et on a pris ceci. Bien, donc on va essayer à ce niveau de factoriser les deux séries et de les faire passer de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on obtient finalement? On va obtenir donc finalement R1i 1' moins donc i1 donc moins R3i2 qui sera égal tout simplement à facteur de R2 plus R3, le tout multiplié par petit i. Selon la loi du diviseur de tension, du diviseur de courant, nous pouvons dire que ce I1' ici est encore égal à I1 moins petit i. Donc en remplaçant I1' par I1 moins petit i, on obtient ici R1 multiplié par entre parenthèses I1 moins petit i moins R3 I2 comme ceci qui est égal à R2 plus R3 comme ceci, le tout multiplié par I. En multipliant comme ceci, on obtient R1 I1 moins tout simplement I R1 moins R3 I2 qui sera égal à R2 plus R3 comme ceci, le tout multiplié par I. On peut basculer ceci de ce côté-ci et enfin on obtient R1 I1 moins R3 I2 qui sera égal tout simplement à R1. R1 quand il va traverser va devenir négatif. R1 lui quand il va traverser va devenir positif. Donc ça fait R1 plus R2 plus R3 comme ceci, le tout multiplié par I. Ceci signifie donc qu'on peut tirer notre petit i en disant que notre petit i sera donc égal à R1 divisé par tout ceci, donc par R1 plus R2 plus R3 comme ceci, le tout multiplié par I1 moins R3 comme ceci, le tout divisé par R1 plus R2 plus R3 comme ceci multiplié par I2. Donc on a notre petit i ici. Bien, ce qu'on cherche c'est de transformer ce schéma donc que Kennedy a appelé le montage en triangle en montage étoile. Bien, pour ce faire, on sait bien que le montage triangle est sous la forme ci, comme ceci avec R3 là, avec V2 là et avec notre V1 ici, notre I1 ici avec notre I2 ici. Bien, le montage étoile, c'est tout simplement le montage qui sera comme ceci. Donc, voici notre montage étoile. Bien, on va mettre ici R1, on va mettre ici comme ceci, R3 comme ceci, on va mettre R2 là. Bien, en considérant que on avait vu que notre petit courant I était en train de circuler comme ceci. Dans notre grand courant, en considérant qu'on a que cette branche-ci de circuit et en considérant que la partie triangle n'existe pas, on obtient dans notre courant I1 qui va circuler exclusivement ici comme ceci, avec notre I2 qui va circuler exclusivement ici, I2. Donc ça c'est en considérant que toute cette branche-ci n'existe pas comme ceci, celle-ci n'existe pas et celle-ci également n'existe pas. Donc on a ici I2. Bon, si celle-ci existe, on aura le petit courant I. Donc on peut lancer notre maille comme ceci. Notre maille va frôler cette résistance, donc on va voir R3, I1. En raclant comme ceci, on va voir moins I à ce niveau-ci, R2. Et en revenant comme ceci, on va voir également moins celui-ci, donc moins R1 I2 qui sera égal tout simplement à 0. On tire notre petit I, on trouve petit I qui sera égal tout simplement à R3 I1 moins R1 I2. Le tout divisé par R2 divisé par R2 comme ceci. Bien, à ce niveau, si on a I qui est égal à ceci et I qui est encore égal à ceci, si vous constatez, vous allez bien voir qu'on a I1 ici, on a I2 ici. Donc, selon la loi de, bon, si je vais dire concordance, on peut dire tout ceci est égal à tout ceci et que tout ceci est égal à tout ceci. Bien, en appliquant ce principe, on aura donc R1 divisé par R1 plus R2 plus R3 donc qui sera égal à R3
divisé par R2. Ceci donc nous dit que R3 sera donc égal, ça va monter, donc ça va faire R2 multiplié par R1, le tout divisé par R1 plus R2 plus R3 comme ceci. Donc voici l'expression de notre petit R3. On va également l'expression de notre petit R1 en disant que tout ceci, donc on va prendre la R3. Donc on va prendre à ce niveau-ci R3 comme ceci, le tout divisé par R1 plus R2 plus R3 comme ceci, qui sera égal à tout ceci, donc à R1 divisé par R2. Ceci donc va impliquer que R1 sera donc égal à R3 multiplié par R2, le tout divisé par R1 plus R2 plus encore R3 comme ceci. Bien, nous pouvons donc deviner facilement l'expression de R2 parce qu'on constate que R3, voici notre petit R3 ici, ça prend les deux résistances et que ça fait plus la somme des résistances. On constate que notre petit R1, voici R1, ça prend ça multiplie ces deux résistances et que ça divise par la somme de ces résistances. Donc ça signifie que notre R2 que voici va prendre ces deux résistances, donc R1, R3. Donc R2 sera égal à R1 multiplié par, j'ai dit R2 que voici R1, R3. Donc R1, R3 divisé par la somme des résistances R1 plus R2 plus R3. Ainsi, nous avons fait la transformation en étoile. Et la transformation en étoile nous donne donc ceci, petit R3 là, avec notre petit R2 là, avec notre petit R1 à ce niveau-ci comme ceci. Avec notre V1 et notre V2 comme ceci. Vous voyez que ce schéma est beaucoup plus relax et par conséquent on a notre courant I1 qui venait là, notre courant I2 qui venait là et on a notre courant I1 plus I2 ici. Donc vous voyez que au lieu de trouver combien de courants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au lieu de trouver 6 courants, vous allez seulement déterminer 2 courants. Donc vous voyez que vraiment Kennedy est très important. Et également, ça, c'était pour la transformation triangle-étoile. Maintenant, nous allons voir la transformation étoile-triangle. Bien, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres cas où on veut plutôt passer de la transformation étoile en triangle. Donc, on veut passer de ça, en fait. Donc, on veut passer de cette transformation-ci. On a ici notre petit R1, notre petit R2 ici, avec notre petit R3 ici. On a un V1 ici. On a un V2 ici. Il y a les cas où on veut passer de ceci à ceci. Donc, ça dépend des paramètres que on vous a demandé de déterminer. Mais généralement, je crois que dans ces cas-ci, c'est lorsque on a demandé de déterminer les courants. Donc, de déterminer les courants I1 et I2 qui vont circuler ici. Donc, dans ce cas-là, vous êtes tout. On va transformer le circuit là en ceci, là. R3 comme ceci. On va mettre ici V2 ici, on va mettre V1. Pour transformer ce circuit-ci en celui-ci, bien ici, bon, pour effectuer cette transformation-ci, on va noter certains, bon, mettons ici R3 et mettons ici R1. Pour que ça ressemble à la transformation qu'on a d'abord précédemment fait. Bien, pour effectuer cette transformation-ci, on va dire que grand R1 sera désormais égal à R1 multiplié par R2 plus, donc on prend toutes les combinaisons possibles dans R1 de deux éléments, ça va faire 3 combinaisons. R1 multiplié par R2, ensuite on va faire R1 multiplié par R3 et enfin on va faire R2 multiplié par R3. Maintenant divisé par quelle résistance? Bien, sur notre schéma à ce niveau-ci, nous voyons bien que la résistance qu'il est directement opposée, c'est R1. Donc on va faire tout ceci divisé par R1. Et bien c'est la même chose pour R2, on va effectuer le même principe. Donc on va prendre toutes les combinaisons possibles, R1, R2 plus R1 multiplié par R3 plus R2 multiplié par R3, le tout divisé cette fois-ci par R2. Maintenant on va déterminer R3 en disant que R3 sera égal à R1 toutes les combinaisons possibles, R2 plus R1 toutes les combinaisons possibles, R3 plus R2 multiplié par R3, le tout divisé par R3. Donc on a tous nos résistances. Donc on a vu comment quitter de là à là. Donc vous avez ces résistances ici, vous voulez obtenir ces grosses résistances ici, vous passez par cette formule si quand c'est la transformation étoile en triangle. Si c'est plutôt la transformation de triangle en étoile,
vous avez plutôt ces grosses résistances et vous voulez cette petite résistance ici, vous passez comme ceci. Bien, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et pour ceux qui veulent les exercices sur tout ce qu'on a fait précédemment, veuillez vous inscrire sur infux.site et vous aurez tous vos exercices et bien plus les cours de machine et etc. Bien, merci, à très bientôt. Ciao.